Les deux jeunes femmes que nous allons découvrir ont un projet qui nous concerne tous. Moi c'est Lisa, j'ai 32 ans. Je m'appelle Anouk, j'ai 29 ans. Et avec Lisa, on est amies d'enfance. Et ensemble, on a créé une entreprise il y a 3 ans. Notre produit, il est génial parce qu'il va vraiment aider les gens à se sentir mieux, et dans leur corps, et dans leur tête. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette nouvelle émission, on va avoir deux entrepreneurs. Je me refuse à dire le mot entrepreneuse parce que ça ne veut pas dire ce que... Enfin bref, peu importe. Et du coup, on va pouvoir voir leurs projets et leurs particularités, sachant que ce sont des amis d'enfance. Et là, il va y avoir deux remarques qui vont s'opposer sur ce problème. Enfin, problème. Déjà, je t'oriente dans mes propos. Sur cette situation que de travailler avec un ami d'enfance. Il y en a qui vont te dire « Ah non, moi je ne veux pas travailler avec un ami d'enfance, ça pourrait nuire à notre amitié. » Et il y en a qui vont te dire « Eh bien, moi, ça ne me dérange pas. » Et du coup, j'ai tout de suite, avant même que l'émission commence, un conseil, plutôt une phrase hyper importante à te dire à laquelle j'aimerais que tu réfléchisses. Si tu n'es pas capable de convaincre un de tes amis à te rejoindre dans une de tes aventures entrepreneuriales, laisse-moi te dire que tu ne convaincras jamais personne de te rejoindre. Parce que convaincre un ami, c'est sans doute la chose la plus facile qui existe. Alors après, si tu te refuses à convaincre des amis de te rejoindre parce que justement c'est facile, bien là je peux vraiment rien pour toi. Mais ce que moi j'essaye de te dire, c'est que déjà essaye de convaincre les gens que tu peux facilement convaincre de te rejoindre et ensuite tu convaincras ceux qui vont être plus difficiles à convaincre, ceux qui ne te connaissent pas. Donc convaincre un ami de te rejoindre, c'est la chose la plus normale qui existe en ce monde. J'aime mieux te le dire et je trouve ça très sain dans la mesure où tu fais la part des choses. Et il n'y a aucun problème à travailler avec des gens que tu apprécies, bien au contraire, dans la mesure où tu respectes l'autre et où tu fais tout pour que tout se passe bien, je ne vois pas comment ça pourrait mal finir. Enfin bref, je voulais te le dire, c'était important à mon sens parce que j'entends tout et son contraire sur ce sujet-là, je me positionne et j'en profite pour te ressouligner que convaincre un ami, c'est sans doute la chose la plus simple qui existe et que si tu n'arrives pas à convaincre tes amis de ton produit ou de te rejoindre dans l'aventure que tu es en train de vivre, pour moi en tout cas, tu n'arriveras jamais à convaincre personne. Ceci étant dit, je te rappelle l'usage, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission ou alors laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes car c'est ceux qui m'aident encore le mieux. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet livres, il y a mes livres, dans l'onglet formation, il y a mes formations et dans l'onglet coaching, il y a mes coachings, sachant que pendant l'été, bien évidemment, il n'y a pas de coaching parce que je ne suis pas là. Mais il y a quand même les émissions, les podcasts et les vidéos sur YouTube. Podcast, YouTube, tu peux naviguer entre les deux, ça te fait quand même un peu de contenu durant mon absence. Je te le dis en toute transparence, je ne suis pas là. Sans plus de transition, Patrick, Magnéto, on attaque avec nos deux amis, compères devrais-je dire, qui ont créé une entreprise qui va impacter le monde. Ça, c'est l'idée de départ. En réalité, qui va impacter déjà ton entourage et petit à petit, qui on l'espère, impactera le monde. En tout cas, je leur souhaite. Ah, L'univers de la cosmétique des produits de beauté. buvable. Ouais. Ça a à voir avec la digestion, parce qu'il y a le mini-guide de la digestion. Est-ce qu'on dirait pas les prébiotiques, probiotiques peut-être si Exactement. c'est digestion. Tu faisais ça, toi, Isabelle? Absolument, Ouais. absolument. C'est bien, on va Ouais, on va t'écouter. voir c'est quoi. En même temps, la vérité, c'est que maintenant, il y en a beaucoup. Mais il faut voir après qu'est-ce qu'ils proposent, mais... On est un peu stressé, on a la boule au ventre. Non, c'est assez impressionnant. Pour nous, c'est la première fois qu'on va s'adresser à des investisseurs. Et puis, on se dit que vraiment, grâce à eux, on peut aller plus loin dans l'aventure Dijon. Donc, forcément, on a un petit peu de pression. Il y a un investisseur qu'on redoute particulièrement, c'est Isabelle Chevalier, parce qu'elle connaît très bien ce marché. Elle a monté une entreprise qui est équivalente à ce qu'on fait aujourd'hui sur le marché français. Donc, obtenir son aval et ses conseils, ça nous aidera énormément à progresser. Et si elle décide de nous accompagner, là, on aura vraiment tout gagné. Nous sommes Lisa et Anouk, les fondatrices de Dijon. On est devant vous aujourd'hui pour deux raisons. Tout d'abord, on recherche 250 000 € contre 8% de notre capital. Et surtout, on vient vous parler d'un sujet qui vous concerne tous, notre ventre. Notre ventre est le pilier de notre santé. Il régule absolument tout. Notre digestion, notre système immunitaire, la qualité de notre peau et même nos humeurs. C'est notre deuxième cerveau. C'est l'un des organes les plus importants. Mais pourtant, aujourd'hui, le ventre est absent de nos routines de santé, alors que son impact est énorme. J'en ai pris conscience il y a 4 ans, quand on m'a diagnostiqué une maladie auto-immune de la thyroïde, la thyroïdite d'Hashimoto.
une maladie que j'aurai toute ma vie. C'est grâce à un médecin qui m'explique l'importance du ventre que je découvre les probiotiques. Et prendre soin de mon ventre va me changer la vie. Et surtout, m'aider à mieux vivre au quotidien avec ma pathologie. J'ai traversé cette période difficile avec Lisa, mon amie d'enfance. Et c'est à ce moment-là qu'on a le déclic de lancer Dijo, la première entreprise dédiée à la santé du ventre. On s'est lancé avec 1 000 € en poche chacune. Et on n'est pas médecin. Donc à ce moment-là, la première étape, c'est de s'entourer de professionnels de santé experts du ventre. Et avec eux, on développe notre première formule de probiotiques. En racontant notre démarche sur les réseaux sociaux, le sujet passionne. On réalise que les maux de ventre concernent tout le monde. Et c'est vrai, 1 Français sur 2 souffre de problèmes de ventre. Pardon, j'ai un petit peu stress. Donc statistiquement, 2 d'entre vous savent de quoi on parle. Et je sais qui c'est. Jean-Pierre. Jean-Pierre, ça va? Pour l'instant, j'étais hyper décontracté. Je me sentais pas concerné, mais bon. Pour financer cette première cure de probiotiques, on lance des précommandes auprès de notre communauté. Et pendant plus d'1 an, on fait tout nous-mêmes. On réalise notre premier site internet toute seule en regardant des tutos sur YouTube. On fait nous-mêmes les colis dans notre salon et on utilise nos téléphones pour prendre toutes nos photos et nos vidéos. Tous ces efforts vont finir par payer. En 2020, la première année, on fait 300 000 € de chiffre d'affaires. Et en 2021, on passe la barre symbolique du million de chiffre d'affaires. Tout ça en étant autofinancé et rentable, avec un résultat courant de 184 000 €. Bon, alors déjà là, tu vois, ça vient juste de commencer. Le passage était un peu long. Tu as envie d'investir, tu veux lever le portefeuille, tu veux rentrer au capital. Pourquoi? D'abord, parce que tu as 2 nénettes qui arrivent et qui te disent, globalement, je te résume, je ne vais pas répéter ce qu'elles ont dit, mais elles ont tout fait elles-mêmes. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que là où tu as beaucoup de personnes qui vont chercher un professionnel pour faire leur site internet, chercher un prestataire pour faire leur logo, chercher un prestataire pour faire leur référencement, enfin bref, chercher des prestataires pour tout faire, là tu as 2 personnes qui n'y comprenaient strictement rien, qui ont tout fait elles-mêmes et qui, en ayant tout fait elles-mêmes, dès la première année, font du chiffre d'affaires en faisant levier sur une communauté. Dès la 2e année, passent le chiffre d'affaires symbolique du million d'euros et arrivent comme ça à construire une boîte rentable alors qu'elles n'ont rien et, cerise sur le gâteau parce qu'elles l'ont précisé mais c'est une évidence, elles n'ont même pas d'expertise médicale. Donc elles ont besoin de faire appel à un expert sur ce plan-là pour pouvoir proposer quelque chose de cohérent et au-delà de ça, pour le reste, elles ont tout fait elles-mêmes. Ça te montre quoi ? Ça te montre qu'au final, tu peux tout faire. Quand elle te dit « on a cherché sur YouTube et on a monté notre site internet en regardant des tutos YouTube », elle te dit quoi? Elle te dit pas ce qu'elle a fait. Elle te dit ce que tu ne fais pas. Elle est en train de t'expliquer tout ce que tu ne fais pas toi-même pour ton projet, ton idée, et qui pourrait déjà être en ligne et déjà te rapporter de l'argent. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que t'attends? Et si, en réalité, le fait de t'associer avec un ami qui te donne la niaque, qui te donne l'envie, qui te pousse, qui t'aide à avancer dans ce projet ne serait que la solution pour passer à l'étape supérieure, j'ai envie de te dire, assis-toi sur tes préjugés, assis-toi sur tes idées reçues et associe-toi avec un ami qui lui n'a qu'une envie, c'est de faire quelque chose comme ça. Le problème et la réalité, elle n'est pas belle, c'est que on a tous des envies qui sont latentes, plus ou moins pressantes en fonction finalement de notre situation, parce que si tu détestes ton job, l'envie de changer de vie, elle est énorme. Si tu aimes ou tu t'accommodes de ton job, l'envie de changer de vie, elle est moins pressante. Mais la réalité dans les 2 cas, c'est que dans la mesure où tu ne fais pas ce que tu rêves ou que ta vie ne correspond pas à tes aspirations profondes, eh bien la distance qui te sépare de la réalité dans laquelle tu t'éclates à la réalité à laquelle tu te trouves où tu subis ton quotidien ne dépend que de toi. Elle ne dépend que le soir lorsque tu regardes une série, de j'arrête la série et je regarde des tutos YouTube pour créer mon site, de j'arrête de perdre mon temps dans des activités plaisir, des activités loisirs et je passe plus de temps à m'informer et à me former sur des sujets qui me permettent de mettre en place concrètement des actions qui me ramèneront de l'argent et cet argent qui me permettra de changer mon quotidien. Alors attention, bien évidemment, je ne suis qu'une voix dans un appareil numérique qui essaye de te retranscrire une réalité que tu connais déjà et j'ai totalement conscience que même si je te le dis, que tu le sais déjà, ou pire que tu en as conscience,
c'est beaucoup plus facile de l'entendre et de le comprendre que de le faire. Et c'est d'ailleurs, je le dirai jamais assez, la vraie scission entre ceux qui ont et ceux qui manquent, entre ceux qui réalisent et ceux qui rêvent, eh bien, elle se fait sur l'action. Pourquoi je répète toujours cette phrase ? Un idiot qui marche ira toujours plus loin qu'un génie assis. Parce qu'en réalité, elle résume tout. Tant que tu penses, tant que tu réfléchis, tu n'agis pas. Et tant que tu n'agis pas, il ne se passe rien en fait. Et ton pire ennemi, c'est toi-même. Tes réflexions, tes peurs, ta mentalisation d'un processus que tu complexifies alors qu'il est très simple en fait. Imaginons que tu rêves de créer des fusées et que tu n'as pas d'argent. Ben, tu sais très bien que la première étape, ça ne sera pas de construire la fusée. Et c'est ça que j'essaye de te dire en fait. La réalité, c'est que très souvent, on attend d'avoir je ne sais quoi d'ailleurs, dont on n'a pas besoin, alors qu'on devrait faire ce que l'on peut faire avec les moyens que l'on a, et le peu que l'on arrive à faire, ça serait toujours un pas vers la réalisation du rêve. Et c'est pour ça que l'idiot ira toujours plus loin que le génie, parce que l'idiot, bah lui, il fait. En fait, il ne se pose pas de questions, il se dit « bon, j'ai pas ce qu'il faut, et de toute façon, je ne l'aurai pas demain, ni vraisemblablement après-demain, ni la semaine prochaine. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai ? Bon, j'ai ça, ben, je fais avec. » Et si tu arrives à comprendre ce que je suis en train d'essayer de t'expliquer, et même pas le fait que tu as les moyens déjà de faire des choses, non, juste le fait que le peu que tu as, ça suffit pour faire, si tu arrives à comprendre que là tout de suite, ce soir, juste après ce podcast, tu peux poser des actions, même aussi ridicules soient-elles, si tu arrives à comprendre rien que ça, j'ai gagné en fait, parce que je sais que la petit pas, la petite étape, le petit truc insignifiant que tu vas faire aura plus d'impact dans quelques années que ce que tu l'auras jamais imaginé en fait. Parce que parfois on fait des trucs, on ne se rend même pas compte à quel point ça nous impacte sur le long terme. Parce qu'on a pris à droite au lieu d'aller à gauche. Oui, je sais, c'est ridicule comme exemple, mais ça ne tient qu'à ça. Parce qu'on a osé faire ceci et du coup on a embrayé sur d'autres choses et on s'est retrouvé là où on est aujourd'hui. Et c'est ça que moi j'essaye de te faire passer comme message, c'est que associe-toi avec un ami, même si ton amitié elle est un peu écornée par moments parce que forcément la promiscuité et se lier comme ça avec quelqu'un sur l'argent et le business, ça va créer des choses. Mais ces choses qui vont être créées, tu ne les connais pas et ça peut t'amener tellement loin, tellement dans une vie différente qu'en fait il faut que tu le fasses en fait, fais-le. Aujourd'hui, Dijo, c'est 90% de nos ventes en ligne sur notre site internet et on commence la distribution en point de vente. On est déjà dans quelques pharmacies, aux Galeries Lafayette et dans les espaces bien-être des Monoprix. Alors là, c'est exceptionnel, c'est l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir. D'habitude, ils viennent avec des produits qu'ils ont déjà mis dans des points de vente sur lesquels ils vont rogner sur leur marge et du coup, leur site web est à développer parce que du coup, ils ne pèsent pas suffisamment dans la balance. Là, j'aimerais bien que tu notes la situation inverse, à savoir que 90% de leur vente vient de leur site web et que du coup ils commencent à peine la distribution avec les marges arrière etc, qui est un jeu très particulier mais qui est un jeu auquel tout le monde sait jouer et du coup ça laisse place à n'importe lequel des investisseurs pour rentrer parce que pour peu qu'il ait on va dire des contacts ou même des entrées dans une des grandes dans une des grandes chaînes de grande distribution, eh bien facilement ils peuvent faire levier sur l'argent qu'ils mettent, ça va les intéresser de rentrer au capital. Moi je te le dis direct, n'importe qui va vouloir rentrer dans cette société parce que comme ça a été construit, c'est hyper intéressant, y compris pour l'argent qui va rentrer. Et ça, c'est aussi quelque chose que je t'ai jamais dit suffisamment, c'est que quand tu construis une société, pense aux investisseurs qui vont rentrer. C'est intéressant pour toi de faire rentrer des investisseurs et c'est intéressant de les faire rentrer dans une mesure où tu leur proposes un boulevard pour leur, je dirais, potentiel, c'est même pas ça, pour leur capital, non, c'est pas ce que je veux dire, pour ce qu'ils peuvent apporter. Je trouve pas mes mots, mais en gros, ce que je veux te dire, c'est que une entreprise qui arrive et qui a besoin de tout, elle est moins intéressante qu'une entreprise qui va laisser un boulevard, comme à la guerre en fait. Tu sais qu'à la guerre, on te dit toujours quand tu assièges une place forte, laisse toujours un chemin pour pouvoir laisser l'adversaire s'échapper. Ben là, c'est la même chose. Crée tout de suite un chemin dans lequel tu diras, bon ben voilà, ça c'est la zone sur laquelle il y a le plus d'argent à gagner, mais par exemple, je n'ai pas la compétence, par exemple la grande distribution. Pourtant, c'est facile, hein, mais il y a des manières de négocier avec la grande distrib. Il ne faut pas vouloir tout faire. Et du coup, au lieu de te dire, je vais commencer par la grande distrib parce que c'est plus facile, fais levier sur le site internet parce que du coup, le site va intéresser tout le monde. Du coup, 90% du chiffre d'affaires fait par le site internet. Tu sais qu'en mettant ton argent, tu vas gagner de l'argent. Et toi, derrière, tu arrives avec ton poids sur la grande distribution ou en ciblant un associé qui va avoir du poids sur la grande distribution et le mec va vouloir mettre son argent parce qu'il se dit attends mais moi je peux facilement les aider à se déployer sur de la grande distrib, du coup mon argent il va faire x2 x3, j'investis, boum, et tu te garantis un capital qui rentre où tu vas aller encore chercher plus de capitaux et où ta boîte elle va prendre une envergure démentielle parce que tout a été calculé intelligemment dès le départ. Donc
réfléchis et attelle-toi toujours aux travaux les plus difficiles pour capitaliser et laisser place au capital des autres sur ceux où ils peuvent influer sur l'entreprise. Et si tu laisses cette place aux investisseurs, qui est la leur d'ailleurs, eh bien tu verras que non seulement tu trouveras du capital, mais ta boîte elle va se déployer de façon démente. Et c'est ce que tu veux, non ? On est ici devant vous aujourd'hui parce qu'on veut aller encore plus loin. On a 2 objectifs. Le premier, c'est de faire du ventre un enjeu de santé publique. Et le deuxième, c'est de faire de Dijon la référence du ventre au niveau mondial. Mais pour y arriver, on recherche un partenaire pour nous aider, qui nous partage son expérience et son réseau. Merci de nous avoir écoutés. C'est le moment de nous montrer ce que vous avez dans le ventre. Investissez chez Dijon. Merci. Bravo. Bravo. Alors, bon, tout est parfait, ça semble trop beau pour être vrai. Moi, j'ai un petit problème avec la valo. Je suis en train de le calculer pendant que je te le dis, en fait. Et je pense qu'effectivement, tu vois, ils ont valorisé leur société 3,5 millions puisqu'ils demandent 250 000 euros. On est à peu près là-dessus, sur une valo à 3,5 millions. Voilà, 280 à 3,5 millions, 8%, ça représente 280 000 euros. Ils ont dû faire une cote mal taillée. J'ai un peu du mal à comprendre la valo. Ils font 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Je n'ai pas encore les marges sur les produits. Donc la valo me paraît un petit peu élevé. Maintenant, c'est toujours pareil. Leur ambition, c'est le monde. Donc en fait, c'est toujours pareil. Il y a un problème qui est double. C'est-à-dire que d'un côté, si tu valorises une boîte à sa valeur pour que je te l'achète, par exemple, bon, ben, je ne vais pas faire le même calcul que si je valorise une boîte pour lever des fonds pour aller chercher un plus gros chiffre. Et c'est là que le bas blesse en fait. La difficulté, c'est de se dire, est-ce qu'on parle d'une valo en termes de valorisation de l'entreprise, de combien elle devrait être achetée par rapport à l'activité, etc., et de sa valeur intrinsèque, c'est-à-dire le prix payé, c'est une bonne affaire ou pas une bonne affaire, ou est-ce qu'on parle de la valeur que pourrait avoir cette entreprise dans la mesure où elles arrivent à exécuter ce qu'elles veulent. Parce qu'il y a une vraie distinction à faire entre les deux. Et effectivement, quand tu fais comme ça de la levée de fonds, quand tu vas récupérer de l'argent pour construire quelque chose, on ne fait pas du tout les mêmes choses que quand on essaye de vendre sa boîte. Et là, la difficulté ici, c'est qu'elles veulent conquérir un marché international. Et donc, paradoxalement, encore une fois, dans la mesure où tu veux conquérir le monde, c'est de l'humour, hein, c'est le petit clin d'œil aux inconnus. Si tu veux conquérir le monde, eh bien, tu ne vas pas demander 250 000 euros pour 8%, ce qui n'est pas suffisant. Donc, c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que d'un côté, pour moi, elles ne demandent pas assez par rapport au pitch qu'elles font en me disant « je veux conquérir le monde ». Mais d'un autre côté, par rapport aux chiffres qu'elles m'ont donnés, et sachant que bien évidemment, ton humble serviteur a fait des recherches et que leur chiffre d'affaires n'est pas communiqué, donc je ne peux pas te répondre non plus. Mais si vraisemblablement c'est vrai qu'elles ont fait 1 million d'euros la deuxième année, j'ai pas la marge opérationnelle, mais avec 180 000 euros de capital restant sur l'entreprise, tu peux tabler à mon avis sur des marges à 50% minimum, je pense, on est dans du médical, je ne serais pas surpris. Tout en sachant que je n'ai pas trouvé d'informations sur les calculs de rachat de boîtes pharmaceutiques parce que par exemple une patientèle ne s'échange pas de la même manière qu'une entreprise comme là qui produit. Alors attention, on est dans la parapharmacie, enfin bref. Il faut que tu saches que dans chaque activité, il y a des coefs et des conditions d'acquisition qui sont différentes. Et en fonction de ces coefs, tu fais ou pas une affaire. Et la difficulté, bien évidemment, c'est d'être capable d'évaluer un fonds de commerce. Mais là, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas de chiffre d'affaires et je n'ai pas d'informations sur ce type d'activité. Le médical, ça reste très particulier. C'est au-delà du besoin. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que quand tu es malade, et d'ailleurs c'est intéressant, ça me permet de rebondir sur sa présentation, comme elle l'a dit, elles se sont intéressées à tout ça parce qu'elle était malade. Et quand tu es malade, tu es prêt entre guillemets à tout. Donc on n'est même plus dans un rapport marketing commercial classique. D'ailleurs, il faut que tu saches que dans tous les livres de marketing, on te présente les différents degrés du marketing. Et le dernier degré du marketing, c'est le rapport entre le médecin et son patient. Parce que quand tu es malade, le médecin te dit « bon, je vais vous endormir et je vais vous opérer ». Tu fais totalement confiance à ton médecin parce qu'en fait, tu es malade et donc on est dans un niveau de maîtrise que tu n'as pas et tu t'en remets à lui. Alors pas toujours, bien évidemment, tu comprends ce que je veux dire, mais ce qu'on essaye de te véhiculer dans ce type d'exemple, c'est de te dire qu'en gros, en termes de vente, quand tu es dans le médical, tu atteins un point de rapport au produit qui est complètement différent de tous les autres produits dont on a besoin dans notre quotidien, ce qui est normal. Encore une fois, quand on est malade, on veut se soigner et normalement, on est prêt à tout pour être soigné, sauf, on va dire, cas particulier. Donc,
Bon, on va voir un petit peu maintenant, et j'espère dans les explications, les détails de leurs chiffres et de leurs marges qui vont nous permettre d'apprécier la valeur réelle de leur société. Encore une fois, voilà, je suis embêté avec leur valo. 8% de 150 000 euros, c'est même pas un chiffre rond. Je m'attends à ce que Éric Larchevêque fasse une proposition. On vous a ramené des petits produits. Alors, vous pouvez expliquer, c'est quoi la probiotique? Alors, les probiotiques sont les bonnes bactéries qu'on réintègre dans nos intestins et notamment dans notre microbiote. Merci. En fait, le microbiote, c'est l'écosystème de bactéries qui sont dans nos intestins. C'est un peu comme une forêt tropicale, c'est-à-dire que c'est plein d'espèces de bactéries qui vivent en interdépendance les unes avec les autres. Et quand il y a une espèce qui disparaît, c'est tout l'écosystème qui est déséquilibré. Et c'est pour ça, aujourd'hui, à cause de nos modes de vie modernes, c'est vrai que ces microbiotes, ils sont un petit peu malmenés. Donc prendre des probiotiques, ça vient réensemencer ce microbiote pour qu'il soit plus équilibré. C'est l'équivalent de la biodiversité, donc dans la nature. Exactement. Et justement, c'est quand on a quel type de problème, quand concrètement, qu'on se dit tiens, je vais en prendre, c'est juste un peu problème de digestion, de fatigue. Qu'est-ce qui fait qu'on va se dire je vais m'intéresser à ça? Le plus courant et la première raison pour laquelle les gens viennent nous chercher, c'est pour des problèmes de ballonnement, mais des ballonnements récurrents qu'on a toute la journée. Donc c'est très fréquent chez les femmes. Et ensuite, comme on l'a expliqué, on va avoir des bienfaits sur la peau, sur l'énergie, sur le sommeil. Meilleure élimination, meilleure assimilation, meilleure digestion, meilleur transit, en fait, c'est tout ça. Les premiers bienfaits qu'on va ressentir, c'est vraiment sur l'aspect digestion. T'as pas besoin d'être malade pour y aller, ouais. Moi, je prends des prébiotiques, probiotiques, j'ai pas de problème, mais ça te permet d'être mieux, ça a un effet sur tes cheveux, sur ta peau, sur ton ventre. Ah, c'est donc ça? C'est ça. Et quand vous aurez essayé, vous serez convaincu. Je vais avoir les dents blanches et tout. Bah, c'est ça, hein. Tout vient de là. Alors bon, je connais un petit peu les probiotiques. J'ai une petite expérience dans le domaine. Je suis tout à fait d'accord. Vraiment, il y a un potentiel énorme et c'est des milliards qui sont investis aujourd'hui en recherche dans le microbiote parce qu'il y a un réel potentiel et c'est en fait les médicaments de demain. Mais je pense que dans votre cas, franchement, vous ne devriez pas aller vers le probiotique plus scientifique. Pour votre côté, au niveau mieux-être, je pense que c'est votre niche. Et notre objectif, c'est vraiment de créer ce nouveau rituel de bien-être autour du ventre. Bon, ce qui est intéressant, c'est que comme tu le vois, en fait, elles l'ont dit dès le départ, elles ne connaissaient rien à la médecine, etc. On part de quelqu'un qui est malade et qui a un besoin. Elles ont creusé leur sujet. Ça te montre à quel point tu peux toi aussi, finalement, partir de rien sur un sujet et le maîtriser à l'arrivée. C'est la théorie des 10 000 heures qui est très connue de toute façon, que je ne vais pas te réexposer ici. Mais toute personne qui travaille 10 000 heures sur n'importe quel sujet finit par devenir un expert, puisque la plupart des gens ne passent pas 10 000 heures sur un sujet. Et ça montre encore une fois, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, qu'on est dans une époque où tu peux tout faire en fait. Tu as tout qui est accessible via Internet, etc. Tu as, même si des gens le décrivent aujourd'hui, des formations en ligne, des formations professionnelles, des formations... Enfin bref, il y a un panel de possibilités qui est sans limite et que tu ne peux que exploiter si tu le désires. En fait, c'est plus... Finalement, le problème aujourd'hui vient plus de toi que de qui que ce soit d'autre en fait. C'est à toi de te décider, t'engager dans un domaine qui t'intéresse ou pas. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit vraiment deux personnes qui n'étaient pas de ce métier, qui ont créé une boîte qui fait aujourd'hui plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, aujourd'hui, qui au moment où elle passe sur ce plateau pour aller lever des fonds, fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires en 2 ans. Donc, je veux dire, 2 ans, c'est court et c'est long à la fois. Alors, je ne veux pas mettre de côté l'aspect travail. C'est bien que j'ai fait le pont avec les 10 000 heures. Elles ont dû y passer largement plus de 10 000 heures. Il faut bien qu'on soit clair. On n'obtient pas ce genre de résultat en n'ayant pas et un engagement et un temps donné à l'activité en question qui doit être gargantuesque. On est bien d'accord. Seulement, voilà. Et ce qui est important, c'est d'abord, 1, de voir que c'est possible et 2, d'apprécier le point de départ. Moi, ça m'a toujours fasciné les points de départ, surtout comme là, quand ils sont proches de 0, voire 0. Parce que quand quelqu'un part comme là de rien du tout et qu'il arrive à bâtir quelque chose en se débrouillant par eux-mêmes, 2 femmes en plus, parce qu'aujourd'hui, même s'il ne faut pas le dire, malgré tout, elles ont fait leur site elles-mêmes. Moi, je suis impressionné. Ben là, tu te rends compte qu'en réalité, la distance entre toi et tes projets, elle ne dépend que de toi en fait et de personne d'autre. De toi exclusivement. Donc, moi, je pense qu'à ce stade déjà, indépendamment du fait que la boîte est intéressante, indépendamment du fait que le cas est intéressant, ce qui est encore plus intéressant, c'est que tu as appris une chose, c'est que tu peux le faire. Et la question maintenant, c'est pourquoi tu ne le fais pas. Vous pouvez redonner les chiffres juste de chiffre d'affaires, s'il vous plaît? En 2021, 1 million. Et en 22, prévisionnel? Alors là, on vise 50% de croissance pour l'année 2022, donc 1,5 million cette année. On aimerait bien 2,3 millions l'année suivante. Et vous n'avez encore jamais ouvert le capital? Non.
Quelle est la répartition du capital? 50-50. 50-50. D'accord. C'est une belle croissance, hein. C'est sain, c'est rapide, sans avoir levé d'argent, bravo. Vous avez, j'imagine, une belle marge sur ce type de produit Oui. qui est de... On fait une marge de 68%. Sur 100 clients, combien ont déjà racheté? Quelle est la récurrence d'achat? Alors aujourd'hui, on a un taux de récurrence qui atteint 40%. Et on travaille justement pour augmenter encore plus ce taux de récurrence. Est-ce que par hasard, vous connaîtriez le montant total que va dépenser un client en moyenne sur votre site? En moyenne, nos clients récurrents vont commander 300 € par an. Comment vous allez faire pour créer une marque puissante qui va vous permettre d'avoir un coup d'avance sur un éventuel Anthony Bourbon qui voudrait se lancer? Ah bon, tu veux y aller? Avec nous. Non, mais alors, par exemple, si moi, je décide de me lancer, comment? Voilà, Isabelle, elle pourrait Hein? éventuellement. Elle est plus crédible que même moi. pas cœur le faire, mais j'appelle ça autrement, dans le sens où quelle est la différence? La différence pour nous, c'est vraiment toute l'expérience client qu'on a mis en place, c'est-à-dire de l'accompagnement, du contenu. D'accord. On a mis en place aussi un coaching nutrition. Donc nos clients ont accès à une C'est une diététicienne. prise en charge, Voilà. dans le fond, Et en fait, global, dans le exactement. mieux-être. C'est pas juste le produit. Exactement. Et donc là, le prix de 40 du flacon €. de gélule, c'est 40 €. c'est ça 40 €. Après, il y a des différences de prix selon les produits. Comment vous vous situez en termes de prix par rapport à vos concurrents sur le marché? Parce que 40 € le flacon, c'est quand même beaucoup, non? En pharmacie, c'est vrai que les produits sont en moyenne un peu moins chers, donc plutôt autour de 20 €. Après, sur des marques plus e-commerce comme nous, on est dans la moyenne. Après, pour la cure de probiotiques, on a une concentration qui est très importante. On va trouver 14 milliards de bactéries par gélule. En pharmacie, une cure moyenne, on atteint difficilement les 5 milliards. Donc aussi, après, il faut voir la qualité du produit, elle a un prix qui se justifie. Et en termes de D'accord. nombre de gélules aussi. En pharmacie, sur les cures de probiotiques, en général, il n'y a que 30 gélules, là où nous, on en a 60, donc forcément, le prix est différent. Ah bah ça, c'est un bon argument. Parce que t'en as le double. Donc tu te vois plus cher, mais t'as le double de gélules. Au prix de la bactérie, on est plus intéressant. Voilà, vous êtes moins cher. D'accord, donc c'est la qualité du produit et le nombre de gélules qui font la Exactement. différence. Les questions qu'a posées Anthony Bourbon, tu peux te les poser. Et tu peux même les poser au projet que tu as. C'est-à-dire que prends ton projet, prends la position d'Anthony Bourbon et pose les questions comme si c'était extérieur au projet. C'est hyper intéressant. D'ailleurs, je pense très sincèrement qu'il est très intéressé, comme il l'a lui-même souligné, comme moi-même je l'ai souligné dès le départ. Très belle croissance, en fonds propres, rapide, saine. Il n'y a vraiment rien à dire. Et en plus, la petite cerise sur le gâteau, c'est que le capital n'a jamais été ouvert. Donc là, en fait, qu'est-ce que ça représente pour les investisseurs? Ça représente une opportunité. C'est-à-dire que tu te dis, finalement, si je rentre, j'ai la chance, peut-être avant les autres, d'avoir ma place dans une boîte qui va demain peser très lourd. Mais ça, encore une fois, on n'a aucun moyen de le savoir. C'est un pari sur l'avenir. Ce qui est intéressant après aussi, c'est le petit jeu de la différence entre toi et les concurrents. Donc après, on est dans de la recette de cuisine. On est vraiment sur 10 milliards, 5 milliards, comme elle l'a expliqué. Moi, ce qui m'a marqué, c'est les 68% de marge. Tu as vu, je t'avais dit 50. J'étais pas trop loin du truc. Presque 70. C'est très, très beau. Ça veut dire que vraiment, il y a à la fois de quoi refinancer de la pub, de la visibilité, du branding, enfin bref, tout un tas de choses. À la fois, continuer d'alimenter son stock et à la fois, bien évidemment, se payer, se rémunérer, ce qui est très bien. Maintenant, après, sur ce type de produit, quand on veut conquérir le monde, il y a l'image de marque, comment on la développe, comment on la construit, comment on prend une position dominante sur un marché. Ça, c'est moins évident. Là, elles sont dans cette phase puisqu'elles veulent pénétrer tout ce qui est grande surface, pharmacie, etc. C'est pas quelque chose qui demande forcément beaucoup de moyens. D'ailleurs, ce qui m'interpelle, c'est qu'elles n'ont pas précisé ou plutôt spécifié comment et en quoi allait être réutilisé l'argent. Parce que lever 250 000 € sur une boîte comme ça, ok, très bien, mais pourquoi faire en fait au final? Parce que là, on pourrait se dire, elles peuvent s'autofinancer sur pas tous les projets, mais même aller voir une banque. Donc, c'est largement envisageable vu la tournure qu'ont pris leur société. Donc, vraiment, c'est intéressant. Par contre, ce qui est encore plus intéressant, c'est que, comme ça a été très justement dit, qu'est-ce qui empêche un concurrent de se monter et de finalement proposer la même chose? Et le service qui consiste à dire, il y a du service en plus, un nutritionniste, etc., etc., j'ai un doute. Là où c'est intéressant aussi, c'est comment on fait pour faire revenir ses clients. Alors ça, c'est des théories marketing, tu sais, qui consistent à dire que finalement, un client qui est acquis et coûte moins cher à faire consommer de nouveau qu'acquérir un nouveau client. Donc, comment on crée de la récurrence sur les clients existants? Ça, c'est vraiment intéressant. Et du coup, voilà, je trouve que c'est vraiment des questions qui sont intéressantes. Je pense que les probiotiques, ça reste quand même du médical. Donc, la récurrence,
J'ai presque envie de dire que sur ces produits-là, la réponse est dans la question, puisqu'au final, quand tu es malade ou quand tu te sens mieux, tu n'as pas de raison finalement de ne pas en reprendre. D'ailleurs, Anthony Bourbon l'a dit lui-même, il en prend et il continuera à en prendre parce qu'il se sent bien avec ses probiotiques. Donc voilà, maintenant, c'est vrai qu'il faut quand même se soucier du développement de la marque, surtout si tu mets de l'argent à l'intérieur. Mais personnellement, je trouve qu'elles ont quand même assez bien répondu, même si, encore une fois, je vois mal à quoi vont servir les 250 000 euros. Bon, moi, je vais me lancer. Bon, le pitch, évidemment, donc, est extrêmement clair. Vous portez donc très bien le projet. Les chiffres, ça a été dit, c'est remarquable. Je pense qu'on devrait vous décerner une médaille parce que j'ai rarement vu donc des projets qui naissent de zéro, financés par 1 000 € chacune et qui produisent donc à la fois un volume d'affaires et surtout donc des résultats comme vous avez. Et donc ça, c'est formidable. Maintenant, le montant recherché me semble insuffisant au regard des résultats que vous produisez déjà. C'est-à-dire que soit il faut lever beaucoup d'argent pour dire on veut aller très vite à l'international, on a une très grosse ambition, soit finalement on a le sentiment que l'argent que vous cherchez, c'est pas grand-chose au regard de votre capacité à autofinancer la suite des événements. On cherche avant tout un partenaire stratégique qui nous aide. Je me sens pas être ce partenaire-là, parce que je connais pas du tout le marché sur lequel vous êtes. Donc c'est la raison pour laquelle je vais passer. Merci beaucoup. Ah, finalement, je pourrais y être sur ces fauteuils. En l'écoutant, me vient une pensée que je veux partager avec toi. Je suis en train de me dessiner dans ma tête un scénario où je me dis que peut-être personne ne va investir parce que difficile de se positionner à côté de ces deux femmes qui finalement ont tout bâti de zéro et qui ont une boîte, comme il l'a dit lui-même, qui a d'abord une croissance très rapide, qui s'autofinance largement. Il faut quand même que je te le souligne parce que je suis obligé de te le dire. Tout ça est possible aujourd'hui grâce à Internet. Donc je pense qu'elles ont des compétences réelles, notamment dans l'exploitation de communautés, dans la communication. En tout cas, il y a des éléments qui ne sont pas forcément partagés ici parce que j'ai pas l'impression d'avoir eu accès à toutes les informations sur certains des sujets, notamment au tout départ, elles ont parlé de leur communauté et de comment elles ont fait levier sur leur communauté. Donc il y a quelque chose derrière, c'est certain. Mais là n'est pas la question. Dans tous les cas, je suis en train de me dire que potentiellement, vu le profil, il est possible que aucune des personnes ne veuille finalement intégrer l'aventure parce que leur marque est trop forte ou leur capacité finalement à gérer tout ça leur permet de pas avoir besoin finalement d'investisseurs. Comme il le dit, en quoi en tout cas pour Jean-Pierre, et c'est tout à fait honnête de sa part, en quoi j'ai une place là-dedans? Non, j'en ai pas, j'ai pas cette capacité, donc au final ça ne l'intéresse pas. Et c'est vrai que un investisseur, comme je disais tout à l'heure, si tu lui laisses un boulevard pour qu'il prenne position et qu'il te porte dans une direction, très bien, mais à l'inverse, s'il ne trouve pas sa place dans le duo ou dans l'entreprise qui lui est proposée, c'est-à-dire que s'il ne voit pas en quoi, indépendamment de son argent, il peut apporter quelque chose, parce que dans Qui veut être mon associé, il y a aussi cette dimension, eh bien, il ne prendra pas sa place non plus. Et c'est vrai que là, on a deux personnes qui ont quand même un certain poids. Au passage, j'en profite parce que j'ai quand même fait mes recherches, je ne te l'ai pas précisé. Quand je te parle de faire levier sur leur communauté, elles ont quand même monté une page Instagram avec 77 000 abonnés, ce qui n'est pas anodin. Ce n'est pas tout le monde qui a une page Insta avec 40, 50, 100 000 abonnés. Ce n'est pas des choses faciles à faire. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'encore une fois, elles sont très débrouillardes, très démerdardes. Et il faut trouver sa place à côté de personnalités comme celle-là. Alors, c'est ce qui fait qu'elles réussissent aussi, mais c'est ce qui fait que ça peut les desservir au moment de la levée de fonds. Je trouve l'histoire intéressante. Vous avez de belles marges, vous faites une belle équipe, une très belle récurrence d'achat, beau chiffre d'affaires. Moi, je suis déjà conflicté avec des boîtes comme les Miraculeux qui font aussi des compléments alimentaires. Ce que je peux faire, c'est vous assurer que je vais vous aider en faisant des workshops, même si je ne peux pas mettre d'argent à cause du conflit d'intérêts que je vais avoir avec d'autres boîtes. Mais si vous avez besoin de moi et que je peux vous aider, pour vous conseiller sur comment recruter, quel profil, vous ouvrir des portes, je le ferai avec grand plaisir, d'autant plus si un ami investisseur se positionne. Et il y a une phrase que j'aime bien dans les startups et je pense vraiment qu'elle vous sied à merveille, c'est « ventre plein sonne bien, ventre creux sonne mieux ». Pourquoi? Parce que la plupart des DNVB qui ont levé beaucoup d'argent ont échoué. Et celles qui réussissent aujourd'hui, c'est celles qui ne sont pas dépendantes des levées de fonds. Et je pense que c'est presque mieux pour vous de ne pas lever. Donc je ne veux pas influencer mes collègues. Un peu quand même là. Mais en réalité, vous n'avez pas besoin d'investisseurs, vous avez besoin de mentors, vous avez besoin de conseillers dans la société, de personnes qui vont être au board et qui vont vous accompagner dans l'aventure. Et plus vous aurez cet état d'esprit un peu radin, plus vous réussirez. Donc honnêtement, vous n'avez pas besoin de mon argent, vous avez peut-être plus besoin de mon expertise et ça, je vous le donnerai gratuitement, donc c'est tout bénef pour vous.
Merci, c'est Merci très gentil. beaucoup. Quelle générosité. Je sais que ça me perdra un jour, mais je suis comme ça. Je vais pas. Mais du coup, la valo vient de monter un peu là. Oui, parce que si je suis au board, ça casque. Hein. On va fermer les Vous refusez tout en dessous de 5 millions, les filles, maintenant. C'était pour Eric, faut le mettre dans l'ambiance un peu. Et bim, un petit conseil stratégique au passage. Alors, je suis à moitié d'accord avec lui dans le sens où on peut avoir éventuellement besoin de fonds. Encore une fois, voilà, ça n'a pas été divulgué. Peut-être qu'ils ont l'information, nous on l'a pas. Donc c'est quand même assez important comme information parce que si effectivement elles veulent 250 000 € sans raison pour lever de l'argent juste pour être plus confort au niveau de la trésor, bon ben là ça n'a aucune utilité. Maintenant si c'est pour développer une gamme etc, c'est pas du tout la même chose. Enfin encore qu'une gamme c'est peut-être pas la raison pour laquelle on lève de l'argent, mais tu comprends ce que je veux dire. Voir le réel besoin qu'il y a derrière ces 250 000 €, enfin quelle est l'utilité encore une fois, mais je sens qu'on n'aura pas cette information dans cette émission, donc je ne peux pas me positionner. Ce qui est intéressant, c'est effectivement que l'analyse va dans le même sens que moi, c'est-à-dire qu'encore une fois, voilà, on est sur une boîte qui s'autofinance, donc pourquoi rentrer? Après, s'installer au board et donner des conseils gratuits, un conseil n'est jamais vraiment gratuit, il peut être partie prenante, et dans la mesure où en plus tu te retrouves à cette position, ça peut générer des avantages même si tu n'es pas rémunéré. Là je parle sur l'éventualité que Anthony Bourbon siégerait avec elle sur les prises de décision. Ça me semble un petit peu farfelu, mais bon bref, c'est mon opinion. Juste pour terminer, c'est vrai que je veux le préciser, comme il le dit lui-même, il y a quand même autant de sociétés que ce qu'il y a de dirigeants et que ce qu'il y a de circonstances. Des entreprises comme celle-là peuvent être dirigées de façon différente qu'une autre start-up. Leur volonté, c'est quand même de s'attaquer au monde. Il faut quand même préciser que pour changer de pays, il faut quand même de l'argent. Quand tu veux t'attaquer à un autre pays avec des stocks, avec de la publicité, il faut du budget, quoi. Voilà. Donc, ne serait-ce que pour ça, ça pourrait peut-être justifier les 250 000 €. Sauf que, en fait, la réalité, c'est que d'abord, je ne le sais pas. Et ensuite, comme le dit Anthony Bourbon, finalement, si tu le fais par la radinerie, c'est-à-dire que tu épargnes cet argent sur les marges que tu opères, mais au final, tu peux arriver de la même manière à obtenir l'oseille. Donc, pourquoi aller le demander à un autre et partager et des décisions et des choix, là où tu peux tout continuer dans la lignée dans laquelle tu te trouves, qui fonctionne. Encore une fois, voilà, c'est toujours pareil. Tout ça, c'est une question de stratégie. Ça se réfléchit et ça montre à quel point tu as besoin de conseils, tu as besoin d'être entouré, tu as besoin de t'éduquer, tu as besoin d'écouter et de partager avec d'autres dirigeants des façons de voir, des façons d'aborder les différentes problématiques. Parce que sans ça, tu ne te nourris pas et tu peux passer à côté de réflexions et de manières d'aborder les choses qui peuvent être intéressantes pour ton entreprise et pour le futur de ta boîte, quoi. Alors, je pense que vous avez là quelque chose qui est très bien. En Amérique, ce genre de gamme de produits existe déjà et passablement. Alors, c'est pas quelque chose que je peux exporter chez nous pour le moment. Et pour vos produits, je pense qu'il y a une place pour votre gamme, mais c'est vraiment davantage du côté mieux-être. Mais moi, je préfère me positionner avec de la recherche et avec des allégations qui sont vraiment sur une solution qui serait plus santé. Alors, pour cette raison, je vais passer. Merci. Merci. Mais on pourra se reparler, ça me fera plaisir. Merci beaucoup. C'est doublement intéressant que c'était l'investisseur qu'elle voulait obtenir dans leur capital, qu'elle voulait faire rentrer à leur capital. Et comme tu peux le voir, c'est amusant, la nuance sur laquelle elle se positionne. C'est-à-dire qu'elle dit moi le bien-être ne m'intéresse pas, c'est la santé qui m'intéresse, pour coller finalement à l'analogie que je t'ai fait tout à l'heure avec le marketing qui consiste à dire que quand un médecin te soigne, et bien en fait finalement tu écoutes ton médecin, et donc du coup si tu es considéré comme un médicament de santé, à ce moment-là tu atteins un statut très différent d'un médicament de bien-être. Et c'est assez ironique, je trouve, que justement sa remarque porte là-dessus, et où elle dit ça aurait été de la santé, je me serais positionné, parce qu'elle ne l'a pas dit clairement, mais c'est ce qu'elle a sous-entendu. Là, vous êtes finalement dans le bien-être, vous avez une place, mais ça ne m'intéresse pas. Et comme tu l'as remarqué aussi, elle sait très bien qu'elle est en position de pouvoir faire levier sur l'import-export aux États-Unis et au Canada. Et comme dans ce cadre-là, elle n'a pas d'intérêt parce qu'il y a énormément de produits correspondant à ce qu'elles font déjà dans ces pays-là, et bien du coup, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a aucun intérêt pour elle. Du coup, elle passe son tour, ce qui est tout à fait logique en fait. Ça te montre en fait comment tu dois réfléchir à tes produits pour attirer une certaine gamme d'investisseurs plutôt que d'autres. Parce qu'au final, si tu veux toucher ceux qui vont pouvoir t'apporter un réel intérêt sur de l'international, il faut vraiment que ton produit coche l'ensemble des cases. La moindre case qui n'est pas cochée,
la personne passera son tour, mais c'est tout à fait légitime d'ailleurs. Et c'est très intéressant, je trouve. Ça te permet de réfléchir différemment sur tes produits parce qu'en France, on a ce défaut, on ne pense pas suffisamment à l'international. Et l'international, ça peut changer complètement la phase de ta boîte. Alors, je trouve que votre approche, elle est extrêmement pragmatique et entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'on fait du chiffre d'affaires pour construire des choses et gagner de l'argent et pas simplement pour faire du chiffre d'affaires. Vous êtes aussi très autonome et ça, je pense que c'est une des qualités essentielles d'un entrepreneur, c'est d'arriver à se débrouiller. La question que je me pose, c'est comment je vais pouvoir vous aider. Je peux vous aider à structurer, vous donner des conseils. Après, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin ? Moi, par exemple, j'ai des hôtels avec des spas. Est-ce que vous pensez que, par exemple, vos produits peuvent être distribués dans ces spas ? Moi, je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant et ça pourrait être un vecteur peut-être de communication, puis de test aussi sur les gens. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais vous faire une proposition. Donc, moi, je vous propose de vous apporter 250 000 €, mais pour 10% du capital. Déjà, je suis très content que vous ayez une proposition. Vous méritez d'être accompagné. Après, je réfléchis. Vous ne souhaitez pas vendre un jour, vous voulez y rester On a beaucoup de choses à faire encore. 4-5 ans. Et on adore passer nos journées ensemble. Non, mais je comprends et c'est très bien. C'est juste pour comprendre un petit peu la dynamique. Je vais vous faire la même proposition que Delphine. 250 000 € pour 10%. Moi, ce que je peux vous apporter, c'est vraiment de la disponibilité, du retour d'expérience. J'ai du temps à passer, enfin, c'est ça ce que je peux apporter. Sachant que, voilà, pour pas vous mentir, si vous cherchez quelqu'un qui va vous ouvrir les portes des pharmacies, de la grande distribution, eh ben, on ira utiliser Anthony gratuitement. Et comme ça, on y arrivera de cette manière, hein, puisqu'il s'est gentiment proposé d'apporter cette partie-là gratuitement. Je répète, gratuitement. Je le ferai. Quel radin. Voilà, donc vous avez deux propositions. 250 000 € pour 10%. Évidemment, vous pouvez prendre le temps pour réfléchir. Voilà, la balle est dans votre camp. Merci. Merci. Bonne réflexion. Bravo. J'ai du mal à savoir entre les deux lequel va nous apporter le plus. C'est hyper dur. Franchement, je pensais pas du tout être dans cette situation. Mais là, Eric, ça manquait un peu d'estomac, l'archevêque flamboyant qui allait doubler la mise. Moi, donc, je pensais que tu allais dire 250 000, pour 8%. quoi. Moi, je pensais- 8%. Ouais, je pensais que t'allais- Non, mais non, parce que quand même, faut pas Fallait ou déconner. tu diminues ton pourcentage. Mais non, mais déjà, moi, j'aurais dit 12. Et toi, vu que tu avais 10, déjà, je me J'ai suis regardé, signé, mais en fait. enfin, quand même, elles font quand même 189 000 € de résultats. elles ont dit. Tu vois, avant de revoir des liquidités... Bon alors, 10% pour 250 000 €, un espèce de désaccord parce qu'une attente vis-à-vis de Éric Larchevêque pour, on va dire, son petit jeu habituel, c'est-à-dire des modifications de règles. D'habitude, Éric a tendance à dire, moi je vous donne 300 000 pour 15%. Là, rien du tout, parce qu'en réalité, bien embêté par la situation de l'entreprise sur laquelle on leur demande d'investir, c'est très intéressant parce que c'est effectivement un élément que j'ai complètement oublié et que Éric a remis sur la table. Souhaitez-vous faire un exit ? Qu'envisagez-vous pour votre entreprise ? Et comme il le dit à la fin du passage que je viens de couper à l'instant, en fait, Delphine et les autres sont surpris de sa proposition, mais du coup, il n'y a pas un emballement énorme puisque, comme il le dit très bien lui-même, sans perspective d'exit, sans volonté de revente, c'est pas demain la veille que tu revois ton argent. Et ça, je pense que quand on écoute les Qui veut être mon associé, on a tendance à l'oublier. C'est que souvent les entrepreneurs qui montent des startups le font avec la visibilité et l'axe de faire un exit tôt ou tard avec un projet. Or là, on voit très clairement qu'on n'est pas sur un couple d'entrepreneurs, si je peux me permettre d'appeler ça comme ça, en tout cas 2 entrepreneurs qui ne veulent pas faire d'exit. Elles aiment leur entreprise, elles veulent rester à l'intérieur de leur société, elles veulent la développer, elles veulent la rentabiliser, elles veulent vivre avec. Et justement, le désaccord se fait sentir entre le point de vue de Delphine et le point de vue de Éric, qui, à mon humble avis, est le plus juste. Pour quelle raison ? Eh bien, Delphine, elle se dit, je vais investir dans cette boîte et j'aurai des droits sur les 189 000 € de résultats. Ce sur quoi, à mon humble avis, elle se fourvoie parce qu'avec 10%, 8%, 15% du capital, peu importe à ce niveau-là,
face à 2 associés qui auront plus de la majorité. Si les 2 associés majoritaires décident de réinvestir les bénéfices, eh bien, l'associé minoritaire ne verra jamais la couleur de son argent. Et quand tu as une entreprise que tu veux développer, tu ne prends pas forcément de l'argent sur cette société, sauf cas exceptionnel. Et donc, je pense que la démarche de Eric est beaucoup plus juste que celle de Delphine, sans les juger. C'est juste dans la réflexion qu'il y a derrière, à savoir, je mets de l'argent sans espoir d'avoir de retour sur investissement, mais plus dans le développement d'une boîte qui va dégager du cash et qui un jour va se décanter d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités. Soit il y aura un exit qui sera fait avec une vente, ça c'est l'idéal. Soit il y aura des bénéfices qui seront pris et dans ces cas-là, j'aurai un retour sur investissement modéré, soit il y aura une faillite ou pire, une fermeture définitive. Bon, ça, c'est pas ce qu'on envisage au vu du profit de la boîte, mais en gros, ce que moi j'essaye de dire, c'est que Eric, en tout cas, a bien évalué les perspectives et il se positionne en fonction de ça et du coup, il n'a pas la même démarche. Du coup, il est plus en mode, je prends des parts, je vais utiliser mes ressources, je vais essayer de la pousser à son maximum et je verrai bien où ça me mène. Et je pense que tu dois être capable de formuler dans ton esprit ce genre d'analyse en fonction des différentes situations et tu dois pouvoir te positionner comme Eric, à savoir des fois tu te positionnes pour avoir des retours sur investissement et gagner de l'argent, mais des fois tu prends des parts où tu sais qu'il n'y aura pas de retour sur investissement, mais où tu vas y gagner autrement, relations humaines, portfolio, tu as cette boîte dans ton portfolio et du coup ça va t'amener des avantages, ça va te créer des opportunités et il ne faut pas passer à côté. C'est pas simple à comprendre, parce qu'au départ, quand on est dans les milieux financiers, on a tendance à agir pour de l'argent, mais parfois, comme là, il faut savoir saisir ce genre d'opportunité. C'est une boîte qui marche, qui est saine, et ça vaut le coup de l'avoir dans son portfolio. Alors, vous avez bien réfléchi. Alors, vous étiez venu pour demander 250 000 pour 8 % de l'entreprise, et vous avez obtenu non pas une, mais 2 offres pour 250 000, mais pour 10 % de l'entreprise. Alors, de Delphine, qui a des spas aussi à offrir. Et Eric de l'expertise. Eric qui a toute sa bonne volonté, son temps à offrir. Voilà. Alors voilà. Donc en effet, on a réfléchi. Votre réflexion. Et on est prête à vous proposer 9% contre 250 000. Bon, alors là, je suis obligé d'intervenir et de couper directement. Pire réponse ever, ne réponds jamais ça. À la limite qui aurait été audible, c'était de dire vous prenez 20% et on vous vaut tous les deux. C'était à la meilleure des réponses. Et puis là, il y en a un des deux qui se serait retiré. Enfin voilà. Mais là, de faire du chipotage pour des pourcentages, on s'en fout, bordel. Tu as quelqu'un qui veut rentrer, il n'est pas d'accord sur les pourcentages. Tant que tu as la majorité et donc du coup que tu peux agir dans ta boîte, mais prends-le, bordel. Arrête de... Excuse-moi, je suis vulgaire, mais c'est ce qui me vient. Arrête de faire des histoires pour du néant. Il n'y a pas de sujet. L'important, c'est qui peut prendre les décisions. Tant que tu peux les prendre, cède du capital. Tant que tu es majoritaire, même si tu es à 30% majoritaire de ta boîte, aucun problème en fait. Donc à partir de là, là où je t'emmène, et tu me vois venir et je voulais quand même le préciser, ça ne sert à rien de lever des fonds pour pinailler comme ça sur de petits pourcentages. Donc, mon conseil, très simple, il est de te dire... Vois en grand, ils avaient besoin de plus d'argent, elle aurait dû plutôt répondre je veux les deux pour avoir le max de pognon, plutôt que d'essayer d'avoir des pécolettes qui riment à rien. Les pourcentages ne les rendront pas riches. Juste, je te le précise au passage, mais ça vient d'être souligné, on est d'accord que les spas et les hôtels de Delphine, de mon point de vue, ne pèsent pas dans la balance. C'est évident, mais je voulais le préciser. Quoi la réflexion? Parce que vous savez que vous mettez en risque deux propositions qui sont quand même sympas, pour 1%, ce qui ne changera rien à votre aventure. Et qui sont quand même justes. Honnêtement, c'est pas exagéré. C'est quoi le raisonnement pour l'opinion? Que tout le monde comprenne ce qui se passe dans votre tête? Je crois que c'est la barrière psychologique du 10%. Je comprends. On est assez sûr de nos chiffres, de nos perspectives de croissance. On sait que ce qu'on offre, c'est quand même un bon investissement et c'est raisonnable. C'est bien défendu. Je réinterviens, je suis pas du tout d'accord. J'étais d'accord avec Anthony et je trouve ça très intéressant que pour une fois dans l'émission, on voit ça. Donc tu vois la barrière psychologique des 10%. Mais en fait... où il y a une barrière psychologique à 10%. Ça n'a aucun sens en fait. Je veux dire, ça te montre à quel point c'est ridicule. En réalité, il n'y a rien qui t'empêche de prendre cette offre. La réalité, cachée derrière tout ça, c'est que tu as peur de perdre ta boîte parce que tu cèdes 10% à quelqu'un que tu ne connais pas. Sauf que c'est sans doute la meilleure chose qui puisse t'arriver que d'être avec des gens que tu ne connais pas. Autre élément hyper important, les 10% qui sont cédés n'ont pas d'impact sur les prises de décision derrière. Elles ont chacune 50% des parts, elles se retrouvent chacune avec 45% des parts, elles sont largement majoritaires dans toutes les prises de décision. Donc encore une fois, comme ça a été très bien justement répondu, c'est psychologique, sauf que tu ne dois pas t'arrêter à ça.
Et c'est très difficile parce que parfois, l'humain peut se fixer, on peut être capable de complètement converger notre attention sur des points comme ça qui sont ridicules et qui vont t'empêcher d'avancer, alors que la seule personne qui te pose problème ici, c'est toi-même. Donc vraiment, je t'invite à poser une réflexion sur ce qu'on est en train d'entendre ici et d'observer, qui est extrêmement intéressant parce que ce mécanisme-là, on le revoit chez de nombreuses personnes. On va avoir des gens qui vont te dire « moi, je refuse de vendre ma maison parce que je refuse de la vendre moins de 400 000 euros. » Ah bon, pourquoi ? Parce que le voisin l'a vendu à 420, c'est pas possible, je ne peux pas accepter moins. C'est de l'ego, de la peur qui est construite sur aucun raisonnement. Il y a plein de raisons, j'en ai pas qui me viennent en particulier, mais ce que j'essaye de te montrer, c'est que en réalité, si le prix de ta réussite, si le prix de l'avancement de tous tes projets ne dépend que d'une barrière psychologique, de pourcentage, ou même d'aller en dessous d'un prix, dans la mesure où derrière tu ne perds pas d'argent, ou voire même tu ne perds rien, parce que là, elles ne perdent pas d'argent et elles ne perdent rien, alors pourquoi tu te bloques ? Et pour moi, là, tu as l'exemple, la preuve par l'exemple, que le pire ennemi dans toute notre vie, c'est nous-mêmes en fait. C'est toi qui es ton pire ennemi. Parce que tu te crées des problématiques dans ta tête sur des choses qui n'existent que dans ta tête. Donc plus vite tu règles ça, mieux on se porte communément. C'est-à-dire toi, tes associés, la société, ton compte en banque, ton banquier, enfin bref, tu m'as compris. Alors je comprends votre position, je comprends ce que vous me dites. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je vais rester à 10%. C'est pas juste histoire de négocier ou gratter un point, c'est comme vous allez garder cette entreprise longtemps, c'est votre objectif, il n'y aura pas de liquidité. Finalement, les seuls retours sur investissement seront par les dividendes. Et seulement, il faut maximiser cet aspect-là. C'est aussi du temps qu'il faut valoriser. Et je souhaite donc rester à 10%. D'accord, très clair. Merci. Très clair. Alors, je suis ennuyée parce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose avec vous, parce que je pense qu'on peut vraiment monter quelque chose d'intéressant. Mais en fait, j'ai la même barrière psychologique que vous. Je pense qu'il faut quand même aujourd'hui, vous allez grossir petit à petit, mais il faut donner un coup de boost. Je pense qu'il va falloir que j'investisse du temps. Et donc, pour moi, 10%, c'est important. Donc voilà, j'aimerais également bien rester sur 10% pour 250 000. Voilà, c'est ma requête. Voilà, donc vous n'êtes pas plus avancé. Non, il va falloir faire une décision difficile. C'est compliqué. On va réfléchir. Merci. Attends, c'est l'enfer. Vous avez bien fait, faut pas lâcher dans la vie. Je savais que Delphine ne lâcherait pas. Donc... Mais je suis un peu déçue. Ouais, moi aussi. Je trouve ça ordinaire. Je m'attendrais à des filles plus d'attaque que ça. Ouais. C'est du wishy-washy. Pour 1%, ça change pas ta life, quoi. Enfin, Je m'attends au contraire, go, 1%, jump, c'est un peu saute relou. clair, franche, Ouais. drive. Maintenant, ce qui va être dur, c'est qu'elles expliquent pourquoi elles en ont pris un et pas l'autre. Bah ça, elles sont pas obligées d'écrire. Elles peuvent dire non aussi. Moi, à mon avis, elles peuvent dire non. C'est Elles ont le droit de dire une non. des éventualités. Elles ont le droit, évidemment, mais je ne pense pas Je qu'elles pense pas quand même, mais Non. Ah, je pense. 10% de chance qu'elles disent. Ça nous est arrivé déjà. Ouais. Elles reviennent. On est pile dans notre partie, la famille. Et oui, je souris parce qu'on est sur de l'investissement pur. Eric l'explique très bien, c'est-à-dire que là, on est sur un calcul de rentabilité en partant du principe qu'ils dégagent 189 000 euros de liquidité par an. Enfin, c'est même pas de liquidité, c'est du bénéfice qu'elles ont sur leur compte. Ils ont fait un calcul très simple pour calculer, tout simplement, le rendement sur leur investissement sur cet argent à hauteur de... roulement de tambour comme on vient de laisser l'émission, 10%. Et oui, en fait, pourquoi ils s'accrochent tous les deux ? Parce qu'en fait, si tu commences à faire du 8%, 9% de 189 000 euros, ce n'est pas des calculs. À la limite, quand tu gères une boîte comme ça, tu sais que tu touches 10% de la marge dégagée, enfin des bénéfices de fin d'année. Donc, tu as un retour sur investissement et on fait un calcul de rentabilité. Donc, en réalité, là, on parle de 19 000 euros par an divisé par 250 000 euros d'investissement. Ça fait un placement à 7,6% par an et... si, comme l'a très justement fait remarquer Eric, tu as les bons contacts, tu as les bonnes ressources, ce revenu, ce rapport peut être exponentiel, peut être, avoir une croissance exponentielle sur les années. Et donc, c'est le jeu auquel ils vont jouer. Et comme ils vont donner de leur personne, de leur temps, etc., ils calculent de cette manière 10%, calcul rapide. Quand tu fais ta réunion, tu ne te prends pas la tête. Il faut comprendre aussi.
Les mecs, ils gèrent plusieurs boîtes. Ils arrivent. Bon, ça a été quoi le résultat bénéfice après impôt cette année? J'ai fait 330 000 euros. Ok, 10%, 34 000 pour ma gueule. Tu vois, il n'y a pas de prise de tête pour eux. C'est plus simple dans leur vie au quotidien. Cette boîte, elle me rapporte 10% par an. Enfin, j'ai 10% des bénéfices, s'il y en a, qui retombent dans mon escarcelle avec cette entreprise. Et comme l'a dit Eric, étant donné qu'on est sur très long terme, on ne va pas commencer à se prendre la tête sur des petits pourcentages de gauche, de droite. Bon, ça, c'est le premier point. Tu l'as compris. Je te l'explique malgré tout, mais voilà. Ce qui est encore plus intéressant, c'est la remarque de la Canadienne qui dit « Waouh, là, ça me déçoit parce que leur réaction, elle n'est pas à la hauteur de l'ensemble des décisions qu'elles ont prises jusque-là. » Effectivement, tu es en face de deux entrepreneurs plutôt caractéristiques fonceurs dans leur domaine. Et le problème qu'il y a avec le comportement qu'elles viennent d'avoir, c'est que je partage son opinion. Je ne retrouve pas a priori, je dis bien a priori parce que je n'ai pas assisté à l'émission et je pense qu'il y a des coupes, je ne retrouve pas les traits de caractère qui composent l'histoire qu'elles m'ont racontée. Elles ont deux investisseurs qui leur proposent une négociation sur 2%, qui est somme toute ridicule. Ok, peut-être que la partie de j'ai créé cette boîte en partant de zéro, j'y ai passé beaucoup de temps, ça explique pourquoi elle s'accroche à la moindre miette. Mais enfin, l'accélération qu'elle récupère grâce à l'entrée au capital de ses deux associés, elle est tellement folle qu'à un moment donné, ça me paraît un peu tiré par les cheveux que quelqu'un arrive comme ça et commence à pinailler pour de si petits chiffres. Pourtant, c'est ce qu'elles sont en train de faire. Et tu te rends compte qu'immédiatement, il y a un jugement qui est posé sur leur comportement et qui crée un doute. C'est-à-dire que c'est là où ça devient vicieux, parce qu'il faut faire attention dans ce genre de configuration. Dans ces situations-là, tu peux, par tes comportements, créer un doute chez l'investisseur qui, après, finira par lui-même refuser de rentrer alors que jusque-là, c'était lui qui insistait pour venir. Et c'est ça, et c'est incongru, c'est fou, mais c'est la réalité. Donc bref, je pense que c'est intéressant que tu te rends compte qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on a l'air d'imaginer. On a tous des barrières psychologiques, on a aussi des sentiments et on a aussi ce qu'on ressent vis-à-vis des situations. Là, on a deux personnes qui ont donné beaucoup de temps et d'énergie dans une entreprise, elles ne veulent pas la perdre, elles ont conscience de ce qu'elles ont dans les mains, ce qui est très bien, sauf qu'elles oublient une règle de base, il vaut mieux avoir 1% du monde que 100% de la France. Et là, aujourd'hui, elles sont en train d'essayer d'avoir 100% de la France, ce qui est dommage pour elles. Magnéto Patrick. Roulement. Alors, on a pris la décision de refuser ces deux offres. Voilà. Parce qu'on pense que cette valorisation, elle est trop basse, dans le sens où on a un business qui est rentable. Ce business, on l'a construit avec nos tripes, enfin nos petites mains. Donc, c'est des 10%, pour 250 000 euros, ça ne nous convient pas. C'est notre ambition. Voilà. C'est courageux. Non, c'est bien. C'est même exceptionnel. C'est extraordinaire. C'est courageux. Du coup, j'en viens à me demander si j'ai pas envie d'investir. Merci beaucoup. Je sais même pas où c'est la sortie. Vous vous rappelez plus d'où vous venez. Bravo. Merci. Allez, bonne continuation. C'est quand même très courageux de leur part. C'est quand même très courageux. Ils sont très campés, confiants sur leur potentiel, leur capacité. Et donc, ils s'assument. On fait fiers de nous. Je ne pas croire que c'est passé. C'était très difficile pour nous de refuser ces deux offres. C'était deux très belles propositions. Mais voilà, on a pris cette décision aujourd'hui et je pense qu'on est surtout très fiers d'avoir fait tout ce chemin et en fait d'avoir le retour de gens qui ont eu un tel parcours et qui nous disent des choses aussi positives. C'est vraiment pour nous, ça nous donne énormément de force pour la suite. Et ça nous a donné envie de nous faire confiance. Je pense qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment une belle entreprise qu'on avait et qu'il fallait qu'on continue à se battre pour aller encore plus loin. Là, on va vraiment rien lâcher pour y arriver. Cette émission, elle nous a vraiment reboosté à 100%. Lisa et Anouk ont pris une décision inattendue mais respectable. Envahies par le doute, elles n'ont pas souhaité prendre de décision hâtive concernant l'avenir de leur société. Ces deux jeunes filles déterminées savent où elles vont et comment y parvenir. Moi, ce que j'ai aimé en elles, c'est leur capacité réalisatrice. C'est-à-dire qu'elles ont une idée, puis elles ont mis en œuvre toutes seules, et qu'elles ont réussi à créer quand même en assez peu de temps et sans beaucoup de moyens. Tu vois, elles ont réalisé quelque chose. Donc ça m'a plu. Mais elles n'ont pas voulu partir avec toi, ni avec Eric. Hein. Alors,
Bon, effectivement, on finit en disant elles sont courageuses. Oui, elles sont courageuses. Je ne veux pas les critiquer. Loin de moi l'idée de les critiquer. Mais soyons réalistes, toi et moi, on passe à côté du potentiel d'une association différente. C'est-à-dire que je crois personnellement que s'associer t'amène à de nouvelles choses, bonnes ou mauvaises, on est d'accord, mais ces bonnes ou mauvaises choses, tu les auras de toute manière dans ta vie seul. Donc la question n'est pas de se demander est-ce que tu les auras ou pas, la question c'est plutôt de se dire est-ce que si cet associé ou cette associée était venu avec moi, je n'aurais pas connu d'autres choses tellement différentes que celles que je connais, que la courbe de ma société, l'axe dans lequel je me trouve professionnellement en aurait été changé pour toujours en fait. Et ça, essaye de quand même pas passer à côté. Moi, je crois qu'on peut être lourdement influencé par tout un tas de personnes qui nous entourent, que l'influence des gens qui nous entourent n'est plus à démontrer. On sait aujourd'hui que, indépendamment de cette phrase que j'avoue que j'affectionne pas trop, qui est on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente au niveau du salaire, je pense que indépendamment du salaire et de l'argent, les personnes que l'on fréquente, leur manière de vivre, notre ouverture d'esprit vis-à-vis de leur manière de vivre et de la manière de vivre des autres, elle a un impact direct dans nos vies et qui n'est pas négligeable. Et là, avoir l'opportunité de t'associer avec des entrepreneurs de si haut vol, et c'est ça qui est intéressant, et bien ça t'amène à des manières de réfléchir, à des actions à poser qui sont tellement aux antipodes de ce que tu as l'habitude de faire, qu'en fait, ça peut te changer pour toujours et même pour les boîtes d'après. Je ne sais même pas dans quelle mesure, tu vois, un mec comme moi ne serait pas prêt à sacrifier une entreprise pour apprendre avec ces gens-là, pour avoir la chance de les avoir à côté de toi. Parce que peut-être que la première chose que eux feraient, ça serait la dernière chose que toi tu ferais, mais que du coup, en la mettant en première action, les retombées seraient tellement rapides que ça deviendrait un automatisme. Tu te dis, putain, mais maintenant, la prochaine fois que je crée une boîte, c'est la première chose que je fais parce que tu sais, enfin, tu as vu, tu as pu observer, et puis ils ont pu observer de par leur expérience les actions qui amenaient les plus grands résultats, des actions qui en amenaient moins. Et pour autant, il faudra mener peut-être toutes ces actions, mais pas dans le même ordre que celui que choisirait un débutant, parce que justement, l'expérimenté et le débutant savent la différence entre l'action qui rapporte le plus et l'action qui rapporte le moins. Et souvent, quand on est débutant, on ne sait pas cette différence. C'est la raison pour laquelle c'est tellement intéressant de travailler avec des entrepreneurs qui ont de l'avance sur nous en termes de chiffre d'affaires, de réflexion, de manière d'aborder les problèmes, etc., etc. Bref, je ne critique personne. Encore une fois, je reconnais aussi qu'il a fallu du courage, à mon avis, pour prendre ce genre de décision à la télévision, devant tout le monde, que en même temps, comme ça a été très justement dit, il faut avoir une sacrée confiance en soi pour se dire « je n'aurai pas besoin d'une personne qui est capable de m'amener à tel niveau de revenu ». Bref, je ne remettrai jamais en cause le niveau d'engagement et de croyance dans son entreprise qu'il faut pour prendre ce genre de décision. Pour autant, je ne peux m'empêcher de souligner que je pense que elles viennent de passer à côté malgré tout, d'apprendre et d'être à côté de quelqu'un qui allait leur apprendre des manières de réfléchir et des actions à mener qui auraient complètement changé la face de leur business en un temps record. Et vu la vitesse à laquelle elles avancent, ça aurait pu faire des étincelles. Mais bon, on ne le saura jamais. Je dois te dire, et je veux le dire maintenant, j'ai attendu la fin de l'émission, j'étais persuadé que quelqu'un allait investir, mais en même temps, je savais que personne n'avait investi puisque tu sais que j'enquête et que je fais des recherches et j'avais remarqué qu'en fait, leur société et surtout les parts de leur société n'ont jamais bougé depuis le jour de la création. Donc j'avais compris qu'il n'y avait pas d'associés qui étaient rentrés dans l'entreprise. C'est fort dommage. Mais voilà, je m'étais dit, tiens, c'est bizarre, personne n'a investi. Non, c'est pas ça, c'est qu'elles n'ont pas voulu. J'avais plus ou moins la réponse dans mes recherches, mais je voulais voir comment ça s'était passé. Sans plus de transition, on arrive à la fin de cette émission et je veux encore te remercier d'être toujours présent. Donc tu peux me laisser des messages et me donner des notes là où tu écoutes le podcast, c'est ce qui m'aide encore le mieux. Ou alors tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. Ou alors tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet formation, il y a mes formations, livres, il y a mes livres. Coaching, l'été il n'y a pas de coaching, mais le reste de l'année il y a des coachings pour qu'on travaille sur tes projets immobiliers. Et puis moi je te remercie d'être toujours fidèle et présent au poste et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!